Laurent Fent avec vous, Maxence Laillé, ce livre extraordinaire, je ne mâche pas mes mots parce que je le trouve vraiment formidable, L'énergie secrète de l'univers. Alors, j'ai pas arrêté d'apprendre dans ce livre, et notamment, je ne savais pas, si ce n'est à travers un livre, alors on va parler de régénération cellulaire, et le seul moment où j'ai pu voir, et je ne sais pas si c'est bon, fiction ou réalité, je ne savais pas, mais ça me parlait en tout cas, où j'ai entendu parler dans un livre de régénération cellulaire, c'était dans Message des hommes vrais au monde mutant. Je ne sais pas si tu l'as lu, hein, ouais, Aventure secrète, où dedans, donc, de cette femme anglaise, me semble-t-il, qui parcourt l'Australie avec les aborigènes, assiste à une scène où elle voit un aborigène donc, qui se casse un membre, et ce membre, en l'espace d'une nuit, 2 jours, se ressoude. C'était une fracture ouverte, me semble-t-il. Donc bon, ça c'est une chose. Mais là, pour le coup, tu nous fais part dans le livre d'éléments réels qui existent et qui sont bien connus, apparemment, de certains spécialistes. Et c'est en 1974. Je la raconte parce que je la trouve vraiment incroyable. Donc en Angleterre, un jour comme un autre, à l'hôpital pour enfants de Sheffield, une petite fille attend son tour au service des urgences, l'une de ses dernières phalanges sectionnée net par une machine agricole. Cette fois, bizarrement, la procédure habituelle n'est pas respectée. Au lieu de replier et recoudre la peau sur l'os, l'infirmier de garde laisse la blessure ouverte et n'y applique qu'un simple pansement. Quelques jours plus tard, c'est l'étonnement dans l'équipe soignante. Le bout du doigt mal soigné semble se régénérer. Consigne est donnée de ne pas y toucher. 3 mois de laisser faire. Plus tard, de non-agir. Ouais, de non-agir, encore une fois, la phalange a repoussé. En entier, os, muscles, vaisseaux sanguins, terminaisons nerveuses, ongles. Le doigt est en parfait état, tout comme avant, empreinte digitale incluse. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 1000 cas similaires qui ont été dénombrés et les raisons restent mystérieuses, mais les conditions sont toujours identiques. Complètes, spontanées, constatées en moins de 90 jours à chaque fois. La régénération survient chez des enfants de moins de 11 ans et dont la blessure ne dépasse pas la dernière phalange du doigt. De quoi, effectivement, comme tu nous le rajoutes, bousculer pas mal de certitudes sur les facultés humaines de s'auto-réparer. Alors l'homme, c'est une chose, mais on voit surtout ça chez les mammifères, et notamment chez les amphibiens, avec la salamandre. Alors la salamandre serait le seul animal, bon, donc pour le coup un amphibien, qui a la capacité de faire repousser ses membres. Ben, c'est celui qui est le plus flagrant, et c'est sans doute celui qui le manifeste de façon la plus large, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait sur la salamandre, ils la coupent en morceaux, ils coupent une patte, ils percent les yeux, ils coupent la colonne vertébrale, enfin voilà. C'est-à-dire que la salamandre, c'est un amphibien et c'est donc un invertébré. Enfin voilà, donc on est sur quelque chose par rapport à l'arbre des espèces de l'évolution. On est sur un organisme très développé. On n'est pas avec un ver de terre ou un machin comme ça. On est avec quelque chose de développé. Et donc du coup cette salamandre qui a cette aile, bon ce qu'on appelle, ce que j'évoque, hein, c'est le terme exact, c'est la régénération vraie. C'est la capacité à restaurer un membre ou un organe. Donc voilà, et on a cette salamandre qui est la championne toute catégorie. Donc du coup, il y a une certaine approche, et c'est celle qui domine encore aujourd'hui. C'est premièrement, donc on fait plein de choses à la salamandre, et surtout on cherche le gène, la protéine, on cherche le principe actif ou la molécule qui explique son aptitude à se régénérer. Donc ok, donc ça fait 15 ans qu'ils sont en train de scanner toute la biochimie de la salamandre pour réussir à comprendre le truc. Bon, il y a des choses qui sont mises en évidence depuis 2-3 ans qui sont intéressantes. Mais simultanément, il y a ça c'est pour le modèle chimique ou biochimique. Mais on peut peut-être envisager la chose sous la dimension, si on reprend le champ vital, le champ L de Burr. Donc L c'est pour life, hein, bien sûr. Champ L, champ life, champ de vie, champ vital. Voilà, ça c'est par rapport à Burr pour en venir. Donc tout être vivant est entouré d'un champ d'énergie électromagnétique, d'un champ électrique, d'un champ magnétique. On verra ça plus loin. Et donc il y a un champ d'énergie électromagnétique. Ce champ, il va donc être plus ou moins régulier en fonction de la structure qui est dessous, quoi. Et donc du coup, on peut poser l'hypothèse que ce qui arrive dans la structure matérielle de la salamandre a un écho dans la structure électromagnétique de la salamandre. Donc ce qui se passe quand elle est en train de développer son
activité de régénération va se retrouver aussi dans le champ électrique. Et ça s'est fait. C'est avec les années 60 qu'on pose des électrodes sur la peau de la salamandre ou à côté et qu'on mesure ce qui se passe autour de la blessure. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait donc un tracé vraiment très caractéristique en termes de pic d'activité électrique et puis de chute et aussi d'inversion des polarités positives, négatives, ce qui fait qu'en fait on a un courant de blessure, on appelle ça un courant de blessure, qui s'écoule dans un sens différent de ce que ça se passe normalement dans le corps. Bon, tout ça s'explique de façon très calme, très évidente, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste qu'en tout cas, il y a une singularité dans le champ électrique de la salamandre autour de des cellules qui prolifèrent au moment de la régénération. Et donc, le modèle est connu, le modèle est identifié, et on arrive à se dire, tiens, le pattern, la forme, la tendance, c'est celle-ci. Donc peut-être que, par rapport à des organismes qui ne régénèrent pas aujourd'hui, ou qui ne régénèrent pas, adultes ne régénèrent pas, on peut peut-être, si on arrive à susciter le même type de champ dans les cellules vivantes qui accompagnent, mettons, une grenouille ou un rat, on peut peut-être réussir à faire ça. Et c'est ce qui s'est passé à la fin des années 60, et ils ont réussi à le faire. Auprès d'un rat. D'un rat, bon, il y a eu des grenouilles avant, il y a eu des grenouilles avant, et puis il y a eu un rat après. Donc là, ils ont... on peut peut-être directement lire la ligne en question si tu veux le lire, Laurent, page 82. Donc tu veux que je lise quoi ? Comme tu veux, si tu veux. Non, donc en fait ils ont réussi effectivement à faire repousser la patte d'un rat qui avait été coupé, et ce qui est très, donc c'est pas allé au-delà du c'est une demi-patte, grosso modo, qu'a poussé. Ouais. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans le moignon de patte, il y avait une ébauche d'articulation qui était complète dans tous ses détails anatomiques. C'est-à-dire qu'on n'était pas avec une espèce d'excroissance où les tissus, cartilage, musculaire, vaisseaux sanguins, tout ça était mélangé. Les choses étaient là, à leur place, et les os du coude de l'articulation de la patte étaient en place aussi, mais en train de se former, de se constituer. Ça a été vraiment une question technique en fait, puisque c'était la fin des années 60, donc on est avec des appareillages qui ne sont pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui, mais et donc ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi au niveau de l'électrode à faire que l'électrode puisse se poursuivre, devenir assez élastique pour accompagner la croissance de la patte, puisque ils avaient utilisé une électrode autour pour fabriquer ce surcroît d'énergie électrique qui permettait de reproduire, de simuler, d'émuler la forme typique qui caractérisait la régénération chez la salamandre. Donc ils ont repris la même forme de variation de courant électrique au fil des jours, et là sur le rat, ils ont obtenu une réponse de type régénération vraie, et ce qui est super, c'est que ça a été reproduit en 79 et en 81. Et oui, mais alors 79-81, ça remonte. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur tout ça, pas grand-chose, parce que c'est sans doute trop spectaculaire, trop subversif par rapport à des recherches qui sont celles aujourd'hui qui réclament des financements, qui justifient de financement, et donc qui concentrent le gros des financements, qui sont les recherches génétiques ou en termes de protéines. Mais de façon appliquée, on a quand même Burgens qui continue avec les années 90-2000 à faire un système qu'on va placer à côté des colonnes vertébrales quand il y a des problèmes de fracture de la colonne vertébrale et de section de la moelle épinière, pour inviter les fibres nerveuses à repousser dans un certain sens. Et à l'époque, là, quand j'enquêtais en 2005 là-dessus, là, ce qu'on allait me dire quand j'en parlais avec des médecins spécialistes de ces approches-là, ou en tout cas qui faisaient des expériences dans un contexte universitaire, on n'est vraiment pas du tout avec des professeurs nimbus, on est avec des gens qui ont des postes universitaires, qui sont professeurs, qui enseignent à des étudiants et ainsi de suite. C'est que c'est pas compliqué de faire repousser des tissus. C'est pas compliqué. Maintenant, on sait très bien le faire. Le plus difficile aujourd'hui, on était en 2005, le plus difficile aujourd'hui, c'est de réussir à les diriger pour qu'ils arrivent à se connecter correctement. Donc c'est pas difficile de pousser à la prolifération cellulaire. C'est de l'agencement. Ce qui compte exactement, c'est que ça se touche correctement, que ça se connecte correctement. Et donc là, le dispositif de Burgens, à partir du moment où on est sur une fracture fraîche, qui a moins de 3 jours par exemple, eh bien il a eu des résultats qui sont très prometteurs, parce que des personnes qui étaient paraplégiques, enfin condamnées à l'être, ont eu des retours de sensations au niveau de leurs membres. Voilà. Tu t'es tourné vers le cœur. Pourquoi ?
Ah. Eh ben parce qu'en fait, si on reprend, toujours pareil, si on reprend l'histoire scientifique, un des premiers appareils électro quelque chose au niveau dans le milieu médical, c'était l'électrocardiogramme. Les premières mesures de l'activité électrique du corps, c'est autour du cœur. Ça date de la fin des années 1800, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est le premier truc. Et puis ensuite, le cerveau, l'électroencéphalogramme, ça date des années 1930, 1927, 1930. Donc les premières mesures de l'activité électrique du corps, les premières mesures sérieuses avec les tracés, les machins, les trucs, c'était avec le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que c'est le cœur rayonne plus que le cerveau, 1000 fois plus que le cerveau par exemple. Et cette réalité-là, qu'on ne fait que découvrir après, hein, elle existe d'abord et on la découvre un jour, et ben c'est en 63 qu'on a fait la mesure du champ magnétique du cœur, puisque comme je le disais, électrique-magnétique, c'est les deux facettes d'une même réalité électromagnétique. Donc c'est en 1963 qu'on fait les premières mesures du champ magnétique du cœur, et c'est en 1970 qu'on fait les premières mesures du champ magnétique du cerveau. Voilà. Donc ça met à peu près un siècle pour avoir, sur deux organes, cœur et cerveau, une première vision de l'activité électrique et de l'activité magnétique. Est-ce qu'on sait pourquoi le cœur bat? Qu'est-ce qui le fait battre? Je pense pas qu'on sache, je l'ai pas vu passer en tout cas cette info, on ne sait pas pourquoi le cœur bat. Et on n'est même pas certain de l'origine du champ électromagnétique du cœur. Il y a plusieurs théories, plusieurs écoles autour de ça. Il y a tout d'abord une première école, c'est de se dire que ok, c'est une pulsation, c'est une contraction rythmique d'un muscle, et donc il y a un va-et-vient. Et donc c'est ce va-et-vient qu'on détecte. Va-et-vient en termes de cellules qui bougent. Et donc du coup, les cellules elles bougent, et comme il y a un champ autour de ça, donc le champ il fluctue en surface ou à l'extérieur. L'autre approche, c'est que, une autre hypothèse, c'est que le sang, l'hémoglobine, contient du fer. Et donc on est avec du fer, des particules ferriques qui sont en déplacement dans le cœur qui lui-même fait des boucles. Donc il y a l'hypothèse qu'il y a un courant d'induction lié à une espèce d'interaction électromagnétique où on a donc quelque chose qui passe par là et du coup avec les microparticules de fer en passant à travers les ventricules, donc hop, ça fabrique des fluctuations du champ magnétique qui par induction fabrique des fluctuations du champ électrique. Voilà. Ça me parle beaucoup, je sais pas pour toi. Je trouve qu'elle est intéressante, effectivement, celle-là. Oui, et à l'image de peut-être la planète Terre et du... Peut-être qu'il y a un vortex dans le cœur, tu vois. Voilà, on se pointe du doigt, on s'est compris. Voilà, exactement. Un vortex. Et là aussi, de constater que tout n'est que tourbillon et mouvement. On y revient avec le yin et le yang, ou bien d'autres symboles qui sont disséminés comme ça à travers les différentes cultures. Le cœur, il a quelque chose d'assez magique, ce cœur, en dehors d'avoir effectivement un champ électromagnétique 1000 fois plus important que le cerveau. Hein. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. L'énergie cardiaque peut être transmise à une autre personne. En tout cas, le signal cardiaque, la rythmique cardiaque. Donc on est sur un système qui a un battement. Ce battement a une réalité électromagnétique, a une réalité énergétique, c'est un signal radio qui se propage. Hein, si on reprend comme ça le côté d'information dont on parlait au début. Donc c'est un signal, on pourrait dire très basse fréquence, puisque si on est à 120 ou 90 pulsations minutes, ça fait du 1,5 Hz à la seconde. Donc on est sur une pulsation, sur une rythmique, sur une fréquence qui est assez basse. Et il se trouve qu'il y a des expériences qui ont été faites dans un centre de recherche sur le cœur, où ils ont placé deux personnes côte à côte, l'une qui était receveuse, l'autre qui était émettrice. Et donc la personne qui était receveuse, on l'invitait à être zen, et la personne qui était émettrice, on l'invitait à être pleine d'amour pour son voisin. Et on les a mis à différentes distances les uns des autres, on les a fait se tenir la main, on les a fait se tenir la main avec des gants, sans les gants, etc., etc. Et puis bien entendu, on les a mis à 30 cm, 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, et ainsi de suite. Et en fait,
différents paramètres physiologiques étaient enregistrés, la tension, l'activité cérébrale et l'activité cardiaque, par exemple, quoi. Et ils se sont rendus compte que dans la personne qui était receveuse, il y avait un pic dans l'activité cérébrale qui n'arrivait pas à expliquer et qui n'était pas synchronisé avec son rythme cardiaque à elle. Sauf qu'en fait, en prenant les enregistrements de la personne qui était donc dans un état de compassion, dans un état plutôt de bienveillance, la personne qui émettait un signal bienveillance, un état de bienveillance, eh bien, ça était par contre synchronisé avec son activité cardiaque. Comme on le sait, en termes de quantité d'énergie, la puissance du champ du cœur est plus importante que celle du cerveau, ben, c'est pas compliqué, c'était le cœur de l'un, l'activité du cœur de l'un qui faisait un ping dans l'activité du cerveau de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait un écho dans l'activité électrique du cerveau, comme une onde qui vient comme ça nous caresser le système nerveux central, nous traverser. Donc il y avait un écho comme ça, qui venait, une vague, qui venait comme ça régulièrement, modifier l'activité cérébrale en regard de l'état d'amour, l'état de cœur dans lequel se trouvait la personne qui était émettrice. Et ce qui est super intéressant, c'est que plus ils éloignaient la personne, ils ont réussi à mettre ça en évidence jusqu'à 1,20 m de distance. Il y avait quelques millisecondes d'écart entre ce qui se passait dans le cœur de l'un et ce qu'on pouvait voir apparaître dans le cerveau de l'autre. Peut-être qu'on peut parler de cohérence cardiaque. Par exemple, ouais. Parler de la cohérence cardiaque et en même temps de ces propriétés qui concernent là pour le coup nos différents états de conscience, la manière dont nos cerveaux fonctionnent, la manière dont justement il y a ces ondes bêta, celles que nous avons au quotidien, et les ondes alpha. Justement, qu'on puisse montrer aux auditeurs cette cohérence qu'il y a avec le cœur, l'importance du cœur, la manière dont celui-ci, en étant régulier et vraiment, j'allais dire, en symbiose avec notre état, notre intention plutôt, il se crée une harmonie non seulement au niveau du corps, dans son ensemble, mais en même temps dans notre état de conscience. Que finalement notre cœur influe directement dans notre état de conscience. C'est ça, il y a une harmonie au niveau des champs, il y a une harmonie au niveau du corps, il y a une harmonie au niveau des champs d'énergie, et il y a une harmonie au niveau de notre état de conscience. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau, oui, tout à fait. Et là, donc, c'est vrai qu'on parlait de cohérence cardiaque, mais cette notion, ce concept, s'accompagne de différentes techniques, de différents appareils, de différents éventuellement apprentissages. Il y a des spécialistes en France, des psychothérapeutes, qui invitent, qui proposent dans leurs séances de pratiquer la cohérence cardiaque. Parce que ce qui est intéressant dans cette idée de cohérence cardiaque, c'est de nous rendre conscients de nous-mêmes. Et donc ça veut dire de cultiver un état auquel nous serons à même de pouvoir... Nous ne dépendons pas de quelqu'un pour être bien avec nous-mêmes. Nous apprenons à devenir bien avec nous-mêmes de façon à pouvoir avancer tout seul. Donc il y a vraiment une notion de responsabilité individuelle, qui est une notion d'autonomie, derrière une approche comme celle de la cohérence cardiaque, avec son lot d'outils qui sont un ordinateur, un logiciel, et puis une pince qu'on met au bout du doigt. Hein. C'est tout simplement à ça que ça correspond, la technique de l'apprentissage de la cohérence cardiaque. Voilà. Oui, en tout cas pour en avoir un effet visuel, déjà d'une part de sur voir sur l'écran, et puis en même temps de le sentir en soi, c'est ça qui est intéressant. Et puis donc de remonter un petit peu en filigrane, de constater que cette cohérence cardiaque nous amène à avoir une synchronisation de nos lobes, alors cerveau droit, cerveau gauche, et de nous amener donc d'un état d'éveil standard, classique, d'une journée où il y a du stress et autres, donc un état bêta, je trouve ça intéressant, et d'avoir cette transformation qui s'installe petit à petit avec les ondes alpha qui sont le reflet justement de cette cohérence entre cerveau droit, cerveau gauche, donc cet état de veille, si je puis dire, qui est vraiment à la limite du sommeil, là où on est proche de s'endormir, et un état un peu de flottement, comme ça. De flottement, de relaxation légère. De recevoir des images, des intuitions, de pouvoir être posé, calme, serein. Tout à fait, oui. Et le cœur en est la source. Effectivement, en tout cas, c'est un métronome. C'est effectivement, voilà, c'est un métronome, c'est un battement sur lequel on peut se caler, se mettre à respirer et se laisser porter. Alors, je ne sais pas si on peut parler tout de suite peut-être des bienfaits de la méditation avec ce qu'a invité le Dalai Lama dans les années, je sais pas si 90 ou 2000, je ne sais. Oui, on va en parler. On va en parler. Je pense que ça met directement le pouvoir de l'intention en place et je pense que c'est important. Donc, avec
les moines tibétains, alors ça se passe en 2003 au MIT, avec le Dalai Lama, qui avait qui avait invité justement les scientifiques à pouvoir faire des expériences auprès de méditants, plus ou moins installés dans la méditation, donc des confirmés, certains qui étaient peut-être beaucoup moins installés dans la méditation, et de voir les effets que cela a aussi bien au niveau de nos cerveaux, de notre cœur, et on en revient à cette fameuse cohérence cardiaque. Et lors de ces états, donc le champ magnétique du cœur, c'est à ce moment-là que le champ magnétique du cœur a le plus de portée. Ben oui, parce que comme en fait il y a un effet de... J'évoquais l'expression d'alignement des champs d'énergie, des corps vitaux autour du corps. Du coup, il y a moins de parasites, il y a moins de déperdition d'énergie. Donc du coup, ça peut aller plus loin puisque c'est comme si l'ensemble se mettait en résonance ou se mettait au diapason les uns des autres. Et donc, il y a moins de déperdition et ça peut aller plus loin. Qu'est-ce qu'il en est avec les maîtres Qigong? Parce que là aussi, l'expérience avait été faite avec eux. Ben, c'est la même chose. En tout cas, on se rend compte de plusieurs choses. C'est que tout d'abord, bon, pourquoi les moines tibétains, pourquoi les maîtres Qigong? C'est parce qu'en fait, ces techniques, ce sont des traditions qui disposent de techniques qu'on peut appeler cognitives, ce sont des athlètes du cerveau, quoi. Dans le fait de cultiver des états de conscience qui vont aller dans le sens de l'harmonie, de l'équilibre, d'un certain regard, d'un certain état d'être à l'intérieur et aussi du coup dans ce qu'on communique à l'extérieur, ce fameux état de zen, de calme, de bien-être. Si vous en avez côtoyé quelques-uns, vous avez pu le ressentir, quoi. Et mais tout ça, c'est lié à des apprentissages au quotidien, à des heures et des heures passées à méditer, c'est-à-dire à respirer d'une certaine façon, éventuellement avoir certaines postures ou certaines positions, ou en tout cas à cultiver un certain état d'esprit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc du coup, ça induit des choses en termes de structure du cerveau. Dans la matière, il y a des structures du cerveau qui se mettent en place, qui se gravent, comme un disque rayé, comme des sillons dans un disque rayé. Donc du coup, plus on médite, et plus on médite depuis longtemps, plus il devient facile de méditer. Plus en fait on va méditer en allant dans des états profonds. Et donc il y a cette idée de progressivité. On progresse. C'est un entraînement, et plus on pratique, meilleur on est dans la discipline en question. Ça, c'est un des enseignements de toutes ces expériences qui ont été faites à l'époque, alors qu'on parle de moines tibétains ou aussi de maîtres en Qigong, bien sûr. Et en même temps, de voir que des expériences qui ont pu être émises auprès de ces méditants, de contacter, non, c'est pas tant de contacter, mais de percevoir que il y a une manière bien spécifique qui n'est plus dans la réaction. Et justement, ils sont étonnés de voir que... Avec le sursaut. Ouais. C'est ça. Donc effectivement, ils se sont rendus compte. Bon, il y a un réflexe archaïque qui existe, qu'on appelle le sursaut. C'est ce fameux truc qu'on a tous, qu'on a tous eu, de sursauter. Il y a un bruit violent, une explosion, un truc qui tombe à côté de nous, hop, on a un sursaut. Ça, c'est un réflexe archaïque que, grosso modo, c'est super compliqué à maîtriser, super difficile, c'est normalement impossible. C'est des années et des années par exemple, pour les tireurs d'élite ou les gens qui bossent dans des domaines très particuliers où un calme et un immobilisme absolu est indispensable. Donc voilà. Et il se trouve que chez ces personnes qui font de la méditation depuis très longtemps, chez les maîtres en méditation, eh bien, peut y avoir une détonation à côté d'eux, eh bien, ils n'ont pas de sursaut, quoi. Ils n'ont pas le sursaut. Ils sont tellement loin, tellement bien, tellement calmes, tellement posés, tellement ancrés. Un ballon peut exploser à côté d'eux, ça ne les fait pas sursauter. Et ça, ce n'est pas simplement dans l'observation de la personne, c'est aussi par rapport aux enregistrements de l'activité cérébrale où il n'y a pas le pic correspondant au sursaut dans les petits tracés qu'on peut voir sur les feuilles, quoi. Et en même temps, quand tu dis ils sont loin, ils ont bien conscience qu'il y a eu à côté d'eux, là, pour le coup, l'explosion de ce ballon. Tout à fait, mais il n'y a pas cette... c'est-à-dire que c'est comme si les circuits neuronaux qui sont impliqués dans ce sursaut, eux, sont suspendus dans leur activité. Donc on a conscience de la chose, mais on n'est pas dans la réaction par rapport à la chose. Et ça s'apprend. Voilà, et ça s'apprend. Et tout le monde peut l'apprendre. C'est ça aussi qui est intéressant. On en vient au maître de Qigong. Ce qui est intéressant, ce que tu as pu glaner auprès de ceux que tu as interrogés, c'est que l'intention est extrêmement importante à travers le Qigong et la manière dont on peut justement
faire ces mouvements. Et il existe différents types de maîtres. Pour ce qui est du Qigong, on parle d'interne et externe. Pour le coup, est-ce que tu peux nous expliquer la distinction entre les deux? Un Qigong interne, entre guillemets, c'est on va viser une action à l'intérieur du corps. Alors qu'un Qigong externe, on va plutôt contrôler le champ d'énergie autour de soi ou contrôler l'énergie qu'on va se retrouver à rassembler et à manipuler à travers ces Qigong et pour agir sur quelque chose ou pour avoir une influence sur l'extérieur. Et ce qui fait que cette idée du comment dire, du magnétiseur qui est capable d'envoyer de l'énergie ou éventuellement de la télékinésie pour envoyer de l'énergie pour avoir un effet sur quelqu'un. Donc c'est ça par exemple que ceux qui font du Qigong externe manipulent le Qi externe peuvent parvenir à faire après de nombreuses années. En général, on bosse d'abord son interne et à partir du moment où on atteint une sorte de masse critique dans le vécu du corps, dans la façon dont l'énergie peut circuler à travers vous et l'état de conscience qui est associé à ça, on va se retrouver à aller aborder les rivages du Qi externe, qui est un peu c'est un peu le programme avancé ou le masterclass, quoi. Voilà. Le Wei Qi. C'est ça, le Wei Qi, c'est ce Qi externe, quoi. Voilà. C'est le Qi, il y a deux aspects au Qi, c'est-à-dire que d'abord, de base, c'est le Qi de défense de l'organisme. C'est celui qui entoure le corps, c'est celui qui fait bouclier d'énergie, entre guillemets. Voilà. Donc le Wei Qi va être plus ou moins épais autour des personnes, selon leur état de santé, selon leur état de forme, selon ce qu'elles ont cultivé. Et puis du coup, donc cette énergie de surface, cette énergie superficielle, on peut du coup éventuellement la manipuler et pour l'envoyer sur quelqu'un ou s'en servir pour agir à distance. Et là, dans ce cas-là, on est sur des projections d'énergie, sur des projections de Qi, qui s'appellent aussi Wei Qi. Voilà. Il y a deux, donc il y a un versant Yin, un versant Yang de l'art du Wei Qi. Et à Shanghai, à l'Institut de recherche en médecine traditionnelle, ils ont constaté autour de maîtres de Qigong, plongés dans le contrôle de leur Wei Qi, une augmentation du champ magnétique corporel. C'est ça. Bah oui. Est-ce qu'il y a une corrélation avec les méditants qu'on a pu voir il y a quelques instants aux États-Unis? Est-ce que le fait de méditer permet d'augmenter les champs électromagnétiques ou électriques? Est-ce qu'il y a eu des études Ça n'a pas dans ce été mesuré sens-là? comme ça. Moi, j'ai pas vu passer d'études pour l'instant là-dessus. On pourrait le faire. Il y a des études par contre qui ont été faites qui sont intéressantes sur les biophotons, sur la façon dont donc des parcelles d'énergie électromagnétique, des fragments d'énergie électromagnétique, des poussières d'énergie électromagnétique vont être rayonnés par un système vivant en fonction de la profondeur de sa méditation. Il apparaît que plus on est en harmonie, moins on rayonne de lumière visible en biophotons. Voilà, ouais. Donc, il y a sans doute une cartographie du corps énergie autour du corps qui est différente d'un état de veille normal. Ça, c'est le premier aspect. Et donc, ok, on a vu, tiens, on va avoir un champ du cœur qui va porter plus loin par rapport à un certain état qu'on va cultiver à l'intérieur. Mais est-ce qu'un état de compassion et de bienveillance n'est peut-être pas la même chose qu'un état de méditation profonde où on est très très loin dans la vacuité intérieure? Voilà, vous voyez, il y a toute une échelle d'états de conscience à explorer et toute une gamme de mesures ou en tout cas de recherches qui s'ouvrent pour faire des mesures autour des personnes pour vérifier leur champ électrique, leur champ magnétique, éventuellement leur activité cérébrale. Enfin voilà, multiplier des mesures pour avoir des ordres de grandeur. Il y a aussi bien sûr, on peut faire de l'effet Kirlian. Et voilà. Et il y a eu, et Korotkov de toute façon a fait des mesures de cet ordre-là autour des personnes qui méditaient avec lui, oui, ce qu'il montrait, c'est que c'est pas tant qu'ils étaient plus puissants ou moins puissants, c'est qu'ils étaient plus harmonisés. Il y a moins de creux et de bosses. Voilà. Intéressant. En même temps, tu nous parlais tout à l'heure de la pensée chinoise, et les organes assument les différentes facettes de l'activité mentale. Et puisque tu faisais référence au cerveau qui n'était pas considéré justement comme étant... rappelle-moi le terme que tu as utilisé pour parler du cerveau pour la médecine chinoise. C'était un centre de traitement de données, ou en tout cas un coordinateur ou un carrefour par rapport à des flux qui arrivent. C'est une gare de triage, quoi. C'est pas du tout, il n'est pas considéré comme un organe, il est considéré comme une gare de triage. Voilà, c'est plutôt sur une version fonctionnelle et pas en termes de nature.
Le cerveau, donc il y a le droit, il y a le gauche. On peut peut-être parler un petit peu du reptilien. Il a son importance. En fait, on a 3 cerveaux. Voilà, donc ça date du début des années 70. C'est MacLean, un neurologue qui est à l'origine de ça. Donc il a mis en évidence qu'il y avait un peu 3 strates au niveau du cerveau. La strate la plus extérieure, c'est celle du cortex, c'est le cerveau qui pense. Ensuite, on a une strate au milieu intermédiaire, c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau qui ressent, c'est l'émotionnel, et c'est celui qui ancre au niveau de la mémoire. C'est-à-dire c'est celui qui inscrit, qui imprime, qui imprègne en termes de mémoire. Et on a le cerveau reptilien, qui est lui donc un espèce de noyau dur au centre, qui lui gère toutes les fonctions métaboliques de base qui vont de la respiration à la sexualité. Et l'instinct vital, on pourrait dire. Et voilà. Et donc après, bah, du coup, voilà, il y a un cerveau qui pense et qui élabore et qui conçoit et qui spécule. C'est le cortex, le néocortex, celui qui est à la surface, sur la périphérie de surface. Celui du milieu, bah, c'est l'émotionnel, c'est celui qui va dire que ça nous plaît, que ça nous plaît pas, ça nous fait pleurer, que ça nous fait rire. Et on a ce cerveau reptilien qui est qui est le noyau dur, qui lui donc s'occupe des trucs les plus vitaux, quoi. Voilà. Et surtout qui ne demande, on est sur une pensée réflexe. C'est le cerveau reptilien qui va nous faire un mouvement comme ça sur le côté si on est attaqué par quelque chose. C'est sans doute le cerveau reptilien. Ou le ballon qui explose tout à l'heure avec le sur le sursaut. Voilà. Le sursaut. Le sursaut est sans doute régulé par le reptilien. On est sur des réflexes inconscients au niveau du corps, du métabolisme. Alors, on parle de ces 3 cerveaux à l'intérieur du cerveau, mais en même temps, il y a effectivement 3 cerveaux. Alors pourquoi le cœur a des neurones à hauteur de 40 000? Ça, pourquoi on peut pas dire, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que le cœur a des neurones, et ce sont des neurones qui sont en relation avec notre cerveau. Donc, ce qui fait que c'est pas simplement, pour le dire autrement, il y a un double lien. C'est pas simplement le cerveau qui va fabriquer des choses et qui va faire que le cœur va battre plus vite ou se calmer, palpiter, etc., etc., sous le coup des émotions. Ça peut être aussi le cœur, qui est lui-même un centre de perception, qui fait remonter des infos au cerveau. Voilà. Dialectique organique. Et il y a les intestins. Il y a les intestins aussi. 100 millions de neurones dans les intestins. Voilà. Et ça aussi, c'est passionnant, cette histoire avec un bouquin qui est majeur, qui n'a toujours pas été traduit en français, qui traite en particulier, ou en tout cas qui résume tout un pan de recherche sur la mise en évidence d'un second brain ou d'un troisième brain, d'un troisième ou second cerveau, qui est donc le cerveau intestinal. De Gershon Michael. Ouais, exactement. Et qui correspond aussi désormais à une discipline scientifique qui du coup est transversale, qui du coup est multidisciplinaire, qui est la neurogastro-entérologie par exemple. Donc, et tout ça participe d'une autre discipline qui a 20-30 ans et qui a bon an mal an une dizaine ou une quinzaine d'années en France, qui est la psychoneuroimmunologie. C'est-à-dire la façon dont il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a un lien entre l'immunité, l'activité, les émotions et notre activité neuronale, quoi. C'est-à-dire avec les neurotransmetteurs qu'on va fabriquer. Alors parfois c'est un neurotransmetteur, parfois ça devient une hormone, parfois etc. etc. Mais il y a quelque chose du lien autour de ça. Et il se trouve que voilà, on a avec Jean-Yves Billien, on a fait et Myriam Gablier, on a fait un DVD là-dessus qui est sorti il y a 2 mois. Suite à une interview qu'on a faite de Bruce Lipton, qui est le spécialiste de la pensée et des émotions, comment la croyance modifie notre santé. Et donc c'est un entretien très très intéressant qu'on a eu la chance de pouvoir faire avec lui suite à sa venue en France en septembre. Et donc on l'a rencontré et ça a été 2 heures d'interview à bâton rompu où il dit des choses extrêmement intéressantes sur tout ce qui est psychoneuroimmunologie. Donc lui il est dans une vision... il fait des propositions qui ne sont pas validées scientifiquement aujourd'hui, qui ne font pas consensus au sein de la communauté scientifique, mais ce qu'il propose est complètement raccord avec ce que l'on sait aujourd'hui si on allait au bout de la pensée de ce que ça signifie. À savoir le fait que cultiver un certain état de conscience induit une certaine activité au niveau de nos cellules, et donc du coup induit... Est-ce qu'on va dans le sens de la santé ou est-ce qu'on va dans le sens de la maladie? Voilà.
Donc de ces trois cerveaux, hein, si on peut dire ça comme ça, Et même on peut aller encore plus loin en disant il y a plein de cerveaux partout, puisqu'on a plein de neurones dans plein d'organes, et il y a des micro-activités cérébrales partout à l'échelle du corps. Et donc c'est peut-être lent. Et donc voilà, ok, on a un système nerveux central, on a un cerveau qui est là-haut dans la tête, hein, mais le corps est lui-même un objet pensant. intéressant. Nos globules rouges, alors puisque tu parlais des biophotons tout à l'heure, c'est l'occasion d'en parler. Alors, comment pourrait-on expliquer que nos cellules émettent, reçoivent des photons, donc ces particules de lumière? Alors quand on parle de biophotons, est-ce à dire que c'est le corps et les cellules du corps qui génèrent ces particules, ou alors est-ce qu'elle les reçoit? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a au niveau par exemple des cellules de la peau, ou en tout cas des couches superficielles, peau, derme, et puis cellules musculaires par exemple. Il y a le fait qu'il y a donc des rayons lumineux qui arrivent et qui sont absorbés par nos cellules. Okay, donc il y a un stockage d'énergie lumineuse, photonique, électromagnétique, dans nos tissus, et ce stockage, pour des raisons X ou Y, il y a libération à un moment donné. Mais de toute façon, vraiment pour des raisons X ou Y, hein, ça peut être par exemple au moment de la division cellulaire, la fameuse mitose qui te revenait tout à l'heure, il y a quelque chose, il y a pouf, une étincelle de lumière qui est relâchée. Ça peut être aussi à des moments où on a nos globules blancs qui viennent attaquer un intrus pour le digérer. Là, il y a une espèce comme ça de suractivité métabolique qui est vraiment localisée à l'échelle de quelques cellules, mais cette activité-là s'accompagne d'émissions de biophotons. Aujourd'hui, on a, c'est un papier que j'ai fait dans Nexus qui est paru en novembre dernier, en novembre 2011, sur les sciences de la lumière. Donc on a un nouveau, de mon point de vue, il y a une nouvelle discipline qui émerge, qui est celle de la biologie, des lumières du vivant, entre guillemets. Donc il y a différentes disciplines, il y a la photobiologie, etc. etc. Il y a 5, 6, 7 disciplines qui cohabitent chacune, qui avancent chacune dans leur domaine, mais quand on les ramène tout ensemble, ça donne une vision globale d'une nouvelle biologie lumineuse du vivant, d'une compréhension plus complète, où la lumière est autant un facteur d'information, ça circule, ça va faire que certaines cellules entendent le signal et réagissent et se divisent ou transmettent elles-mêmes un signal chimique suite à cet impulse lumineux. Et pour d'autres, au contraire, ça va être décodé comme étant tiens, il y a de la lumière qui arrive, donc moi je vais proliférer, ça permet du coup d'accélérer la cicatrisation des tissus. Voilà, il y a plein. Là, il y a des travaux assez passionnants qui arrivent où on est en train de se rendre compte que la lumière on va avoir des neurones qui sont photosensibles, et donc le procédé est peu ragoûtant. On glisse une fibre optique dans la tête de certains rats, et en balançant des lumières rouges ou en balançant des lumières jaunes, on se rend compte que ça stimule la production de certains neurotransmetteurs qui interviennent ou pas dans les processus de la dépression. Voilà, ça c'est un exemple. Mais c'est sans doute ce phénomène-là, on peut poser l'hypothèse que ce phénomène-là qui est mis en évidence de façon intrusive avec une fibre optique qui rentre dans la tête et le cerveau et tout ça, c'est peut-être la même chose dans ce qui se passe quand on regarde le soleil ou qu'on se met de la lumière naturelle à travers nos yeux pour lutter contre le syndrome de la dépression saisonnière. Voilà. Bien sûr. Logique. Alors oui, on parle des globules rouges. Alors on parlait des biophotons. Donc ça y est, ça a été c'est démontré. La première fois qu'on a pu découvrir que nos cellules émettaient... Oui, ça date du milieu des années 70 à peu près, la mise en évidence scientifique dure des émissions lumineuses de faible intensité, ultra ténues par des cellules vivantes. Et depuis, ça c'était il y a 30 ans. Donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis, on en sait beaucoup plus sur les biophotons. On a mis en évidence, il y avait 4 ou 5, c'est ce que donc j'explique dans l'article qui est paru dans Nexus en novembre 2011. Il y a 4 ou 5 mécanismes qui sont à l'origine d'une production de biophotons dans le corps. Il y en a 4 ou 5 différents, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs différents. J'évoquais les globules blancs, le fait qu'il y ait la diffusion cellulaire, voilà, il y a plusieurs moments dans la vie d'une cellule qui s'accompagnent le fait qu'on relâche comme ça des petites parcelles de lumière. Et puis, plus généralement, on s'est rendu compte qu'il y a des cycles
au niveau du corps par rapport à la façon dont ça émet plutôt de la lumière ou pas. Il y a des cycles journaliers, des cycles en fonction des saisons. Il y a des guérisseurs qui ont été soumis à ces types d'appareils. Grosso modo, c'est des chambres obscures. On leur plaque une caméra sur eux ou sur les parties du corps et la caméra va compter le nombre de photons, de particules lumineuses. Parce que le biophoton, on est avec des lumières visibles. Il y a un seul photon qui sort, donc on ne va pas forcément le voir, mais c'est pour ça qu'on est dans le noir absolu et qu'on ne s'occupe que de la lumière visible. Parce que les infrarouges, ils sont relâchés en permanence, donc des biophotons infrarouges, on en a. Là, c'est plutôt que ça soit une lumière visible. Et donc, c'est une salle qui est plongée dans le noir, c'est une salle noire, et puis hop, il y a une caméra ultra sensible à la lumière qui zoome, qui fixe ce qui se passe, et la personne elle reste allongée 3 heures et on regarde ce qui se passe. Et ça a permis donc on voit très bien que ça varie en fonction des jours, entre côté droit, côté gauche, ça varie en fonction des heures entre le haut du corps, le bas du corps. Il y a 60% des biophotons qui sont émis par la tête ou par le torse, on a 10% des biophotons qui sont émis par les mains, enfin voilà. On arrive beaucoup plus, on n'est plus en train simplement de constater un phénomène et ce qui peut se passer, on est beaucoup plus en train de commencer à mettre en évidence ces règles de fonctionnement. Alors pourquoi y associer, je dirais peut-être les globules rouges? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces globules rouges? Par hypothèse, les globules rouges sont des cellules, comme elles n'ont pas de noyau, elles peuvent aller très loin, elles peuvent se glisser partout dans le corps. Donc il y a l'hypothèse que les globules rouges pourraient être des cellules qui pourraient être des transports, qui pourraient être des cellules cargo pour transporter des photons, pour transporter cette énergie lumineuse. C'est une hypothèse qui est posée, et du coup par rapport à cette hypothèse, il y a des pratiques qui ont été mises en évidence. Il y en a une moi que je cite là, que je trouvais super intéressante, c'est le fait que donc c'est une technique qui existe. Ça a l'air d'être complètement de la SF et pourtant ça marche. On fait un prélèvement sanguin à quelqu'un, on soumet ces échantillons de sang à de la lumière, à de l'énergie électromagnétique, et on réinjecte ce sang aux personnes, et on se rend compte qu'elles ont une meilleure mémoire, qu'elles fonctionnent mieux au niveau cognitif, enfin donc elles sont dynamisées suite à la façon dont leurs cellules sanguines ont été, leur hémoglobine a été énergisée. Voilà, donc voilà, ça c'est un truc qui donc étaye l'hypothèse comme quoi les cellules sanguines, enfin en tout cas les globules rouges, les hématies, seraient des véhicules privilégiés de cette énergie lumineuse, notamment parce que du coup comme elles peuvent aller partout, elles peuvent aussi la distribuer à l'échelle de l'organisme. Super, et en même temps j'en viens à penser aux transfusions sanguines et des implications que cela a au vu des recherches et de ce que l'on en sait à l'heure actuelle. Effectivement, bien sûr. C'est-à-dire, de toute façon, à partir du moment où on commence à entrevoir le monde, à l'envisager de cette façon-là, et à l'envisager de cette façon-là, à l'aide de travaux de recherche multiples qui sont autant d'indices qui viennent corroborer cette vision du monde, automatiquement se pose, ça c'est mon point de vue en tout cas, se pose la responsabilité de ce que l'on fait. La responsabilité de nos actes, la responsabilité de nos intentions, et la responsabilité de ce que l'on fabrique ou de ce que l'on génère comme exposition. Alors quel procédé on va appliquer aux cellules sanguines? Est-ce que c'est un procédé qui va être déstructurant, stérilisant, ou est-ce que c'est un procédé qui va être nourrissant? Et quand bien même il est nourrissant, on les nourrit avec quelle information? Une information qui va aller dans le sens de l'autonomie des personnes, ou une information qui va aller dans un autre sens qui peut-être va être de pomper de l'énergie au lieu d'apporter de l'énergie. Voilà, le genre de niveau subtil auquel on peut se retrouver attaché de l'importance. Maxence Laillé, l'énergie secrète de l'univers, ce livre aux éditions Guy Trédaniel. Maxence, ça paraît peut-être comme une évidence, mais au vu de tout ce dont on vient de parler, il est vrai qu'à un moment donné, finalement, on en vient à se diriger vers ce qu'on appelle le parapsy. Et il y a pour ça quelque chose de magnifique en France, l'Institut Métapsychique International, ça se trouve à Paris. Son président, Mario Varvoglis, et notamment Grégory Gutiérrez, si ma prononciation est bonne. Elle est bonne. Donc tu vas aller voir aux portes. L'institut d'ailleurs, cet institut a été créé à Paris en 1919 déjà. Oui. Qu'est-ce qui t'y amène? C'est question d'intention. C'est-à-dire que si on est en mesure d'avoir une influence sur les choses autour par son intention, par son état d'esprit, par éventuellement sa volonté, par ce que l'on veut faire,
Il y a une discipline, ou en tout cas un champ de recherche qu'on appelle la parapsychologie, en particulier celui de la psychokinèse, l'influence de l'esprit sur la matière, qui méritait d'être allé vadrouiller là-bas, quoi. Et donc du coup, quitte à aller aborder le sujet, autant aller voir les personnes qui connaissent le sujet sur Paris, et c'est les personnes de l'Institut Métapsychique. Et ceci étant dit d'ailleurs, il faut bien avoir en tête que l'Institut Métapsychique, ça existe depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle, hein, et même avant je crois. Et du coup, grosso modo, il faut bien comprendre que la parapsychologie, la France était un pays leader dans ces recherches-là, jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment un domaine où la France faisait partie des pays les plus en pointe, et c'est avec les années 40-50 que la parapsychologie est partie vers les universités américaines ou anglo-saxonnes. Je ne parle pas des travaux en Russie, ça c'est autre chose, mais en tout cas les années 30 étaient une époque où la France, sans doute parce que c'était un mi-chemin entre les États-Unis et la Russie, hein, mais il y avait en France beaucoup de choses par rapport à ça, et surtout beaucoup de recherches, et beaucoup de savants sérieux qui étudiaient ça parmi leurs marottes, sans que ça crée un problème. Au contraire, c'était une preuve de curiosité scientifique de bonne aloi. Et c'est après avec les années 50, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas pour la France, et où cette curiosité scientifique ouverte a été un peu perdue. Alors, qu'est-ce que tu as été recherché auprès de Mario Varvoglis ? Moi, je suis allé simplement leur demander où on en était sur la parapsychologie, enfin sur la psychokinèse, et surtout qu'est-ce qui avait été mis en évidence. C'était un peu un état de l'art des recherches, quoi. Voilà, c'est ça que je leur demandais. Moi, c'était un état de l'art des travaux scientifiques là-dessus, et donc, on a discuté de tout ça, quoi. On a discuté à la fois un peu des travaux historiques. Ça, c'est plutôt Grégory Gutiérrez qui avait fait ce travail-là, puisqu'il a rédigé un ouvrage sur la question. Et puis Mario, lui. Il y a plusieurs psychokinèses. Il y a une psychokinèse qui concerne des gros objets, comme le fait de tordre les cuillères. Donc ça, c'est la macro-psychokinèse. Et il y a une autre psychokinèse qui est la micro-psychokinèse, où on est sur les trucs infimes. Et notamment sur les trucs infimes, ça va être par exemple la façon dont des particules atomiques vont se désintégrer, ou des machins comme ça. On est vraiment sur l'infiniment petit. Et il se trouve que Mario Varvoglis, notamment dans son travail de thèse, avait bossé sur ces choses-là, avait bossé sur de la micropsychokinèse, et aussi avait bossé sur les états de conscience, c'est-à-dire sur les différentes ondes cérébrales, alpha, bêta, etc., delta, et sur du coup en quoi la performance sur des tâches psy était associée à certains états de conscience. Et donc voilà, donc ce qui fait que je ne le savais pas, je l'ai appris en discutant avec lui, et ça faisait du lien qui allait plutôt bien avec ce que j'avais pu côtoyer auparavant sur méditation et ondes cérébrales, quoi. Alors, d'après lui, quel serait l'état ou les états qui seraient beaucoup plus favorables pour pouvoir influencer, donc cette micro-kinèse, influencer les particules, l'infiniment petit? Bon, ce qui est donc au niveau de ces mesures, ce qu'il a mis en évidence, c'est que c'est plutôt les ondes alpha, la présence d'ondes alpha qui c'est pas tant qu'elles sont propices, c'est en tout cas qui sont la manifestation d'un état qui favorise ce type de manifestation, ce type d'influence. Voilà. Donc les ondes alpha constituent un indice fort. Et l'importance des ondes alpha constitue un indice fort d'un état intérieur qui est propice à ce type d'effet, d'influence. Alors quel type d'influence? Quand on parle de micro-psy, micro-PK, quel est l'impact? Est-ce qu'on parle au niveau cellulaire? Est-ce qu'on parle d'un point de vue électron, du spin, du noyau d'une cellule? C'est plus des histoires de statistiques, c'est-à-dire que la désintégration de particules radioactives, elle est aléatoire, elle est hasardeuse. Et du coup, en fait, le fait que statistiquement parlant, elle ait plutôt lieu d'une certaine façon plutôt que d'une autre, ou qu'elle soit plutôt à certains moments et pas à d'autres, c'est des anomalies au niveau de la ligne de base du hasard, c'est des anomalies statistiques, et c'est ça qui permet de montrer qu'il se passe quelque chose dans l'influence qu'on va avoir sur notre environnement, et ça se traduit par ces anomalies statistiques-là via ces dispositifs-là. Voilà. Alors, où ça va être un autre système, c'est
un système, un des plus anciens, quoi, qui pouvait être utilisé pour ce type d'études. On est avec des lampes qui vont s'allumer, elles sont censées s'allumer une sur deux, et puis en fait, en fonction de notre intention, on va plutôt, mettons, privilégier, on va plutôt dire, je souhaite que y ait plus de lampes qui s'allument, et statistiquement, on va avoir plus de lampes qui s'allument. Voilà, par exemple. C'est le genre de petites influences. De petites influences, et pour... Alors là, on parle de l'individu, c'est une chose. Donc on voit à quel point finalement ces ondes cérébrales en état alpha peuvent, via la méditation ou autre, permettre d'influer sur l'infiniment petit et en même temps de pouvoir avoir des perceptions extrasensorielles. Donc la résistance à la douleur, l'influence de l'esprit sur la matière, à ce moment-là se manifeste. Et en même temps, il y a de certains scientifiques, je ne sais plus si Mario Varoglis en est l'un des auteurs, des générateurs numériques aléatoires, ce qu'on appelle le GNA. Et donc de voir à partir de là les effets de ces micro-psychokinèses. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en est pas forcément un des auteurs, mais il y a un GNA, il y a un petit appareil, un boîtier qui est présent à Paris au site de l'IMI. Ce qui est super intéressant dans cette... donc le dispositif, il existe, et puis il y a des chercheurs à un moment, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on en met plusieurs, si on les met en réseau, et si on les dissémine à travers la planète? Que se passerait-il? Bon, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape qui est, on l'utilise dans nos expériences. Qu'est-ce que ça peut nous montrer si on l'utilise hors de nos labos? Qu'est-ce que ça peut nous montrer si on l'utilise dans des situations où il y a des groupes qui sont en train de prier, s'il y a des groupes qui sont en train de chanter, s'il y a des groupes qui sont en train de communier ensemble à des activités quelles qu'elles soient, par exemple un match de foot. Donc progressivement comme ça, ils ont étendu le cadre expérimental du GNA, ils l'ont mis dans le système extérieur, en système ouvert à l'extérieur, et ils ont calibré un peu les choses, où ils ont vu en tout cas ce qui pouvait se passer dans la distribution statistique des événements au sein du GNA, puisque le principe du GNA c'est de générer des chiffres de façon aléatoire, et donc du coup si les chiffres commencent à être un peu moins aléatoires dans la façon dont ils sont générés, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un ordonnancement qui émerge, quoi. Donc, et l'étape d'après, ça a été, bon, ben voilà, là on a fait un GNA plongé dans un groupe, même si c'était un groupe de 4000 personnes. Qu'est-ce qu'on peut-être que si on met des GNA en réseau les uns avec les autres, on peut avoir la température psychique de la planète. Et c'est donc le projet Conscience Globale, GCP, de Nelson, aux États-Unis. Enfin, c'est aux États-Unis en tout cas, qui centralisent et qui coordonnent les données, où depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, ils sont en train d'écouter l'état psychique de la planète, et ça tourne en tâche de fond en permanence. Et c'est notamment avec le 11 septembre et aussi avec la mort de Lady Di, le tremblement de terre en Asie. C'est ça, ouais. Enfin, pour la mort de Lady Di, c'est avec ses obsèques, quoi. Avec les obsèques de Lady Di, qu'il y a effectivement, à l'échelle globale, et d'autant plus éventuellement, puisque on est avec des GNA, des générateurs qui sont localisés. Il y en a à Paris, il y en a à Moscou, il y en a 7 ou 8 aux États-Unis dans différentes villes, il y en a à Londres, enfin voilà, il y en a un peu partout à travers la Terre. Une soixantaine apparemment. Il y en avait une soixantaine à cette époque-là, maintenant il y a peut-être un peu moins, un peu plus, mais l'idée c'est que voilà, il y a en tout cas une soixantaine de points capteurs qui font remonter des données à l'ordinateur central. Et bien sûr, chaque donnée sont des données statistiques, bien sûr, chaque donnée sont horodatées, sont géolocalisées, etc., etc. Donc ça permet de voir, il se passe telle chose à tel endroit, et une heure plus tard, ça touche d'autres GNA. Donc ça permet autant d'avoir une vision globale que d'avoir éventuellement une vision statistique un peu plus resserrée, un peu plus ponctuelle. Et voilà. Ce qui est troublant dans cette histoire avec le GNA, c'est que, par exemple, pour le 11 septembre, c'est qu'il y avait un pic d'activité perçu par le GNA avant même l'effondrement des deux tours, avant même que les avions percutent les deux tours. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose, et ça c'est un nouveau paradigme, enfin pour moi, avec le peu de... Parce que je ne suis pas un expert en parapsychologie, je suis allé rencontrer des personnes qui savaient, mais ce que j'ai compris, ce qui m'a frappé, c'est que c'est comme si là, avec les années 2000, 2005, on est avec l'émergence d'un nouveau paradigme en parapsy, qui est le fait que ce qu'on pourrait appeler une précognition. Ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une connaissance des événements avant que l'événement survienne. Donc là, ça a pu s'observer au niveau du GNA. Ça s'observe aussi dans des expériences à l'échelle individuelle qui ont été faites dans des labos, notamment dans des labos aux Pays-Bas, où
Très concrètement, on projette des images qui vont provoquer une réponse émotionnelle archaïque, primordiale, donc soit des gens qui se cognent, ou au contraire des gens qui s'embrassent, ou au contraire une main coupée, enfin voilà, on présente des images qui vont choquer le système d'un point de vue émotionnel, et les images sont présentées de façon aléatoire. Donc d'une personne sur l'autre, c'est pas le même ordre. Et du coup, on enregistre la façon dont le corps ou le vécu il y a un impact sur l'activité cérébrale ou sur la pression sanguine, etc., etc. Et ils se sont rendus compte que sur certaines images, notamment les images les plus chocs, il y avait une modification des systèmes physiologiques, il y avait une perturbation quelques millisecondes avant que l'image apparaisse. Donc, la conscience, on ne peut pas l'appeler autrement, il y a quelque chose dans le corps qui est de l'ordre de la conscience, de l'être, sait les choses avant que ça arrive. Waouh! Ouais, c'est énorme. Pour les implications, elles sont énormes. Et en même temps, ça fait écho forcément à ce dont parlait Jung avec l'inconscient collectif, avec, et là pour le coup, Teilhard de Chardin, l'Institut des sciences noétiques, tous ces penseurs et de ce qu'ils ont, ces courants pensée, ont eu l'occasion de mettre en perspective, c'est que non seulement nous serions conscients individuellement, c'est une chose, mais reliés inconsciemment ou consciemment, je ne sais, à cette sphère qui nous unit tous les uns les autres. Alors peut-être pas uniquement en tant qu'être humain, mais aussi à tout ce qui a trait au vivant. Et au vivant, donc, c'est tous les différents règnes, quels qu'ils soient. Oui, même simplement en le disant autrement, déjà, de toute façon, toutes ces propositions continuent à être valides, fondamentalement. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses autour du chamanisme et des grands esprits, et des petits esprits et des grands esprits, et du grand esprit qui déboulent avec tous les travaux autour des substances, de l'ayahuasca ou des choses comme ça, mais ça c'est un aspect. Mais déjà, de base, si on raisonne, on pourrait dire d'un point de vue d'une énergétique matérialiste, il y a des signaux électromagnétiques basse fréquence qui sont émis par des systèmes vivants, et qui sont échangés et partagés. Donc on a une espèce comme ça d'onde porteuse de base, fondamentale, primitive, que l'on partage les uns avec les autres. C'est ce qui a pu être mis en évidence par exemple via l'histoire du ping du cœur qu'on pouvait percevoir dans l'activité cérébrale de son voisin. Mais donc si nous avons tous dans notre cerveau un pic un écho électromagnétique qui correspond au cœur de la personne qui est à côté de nous, nous sommes tous reliés. Nous sommes tous reliés. Et il se trouve que, comme l'ensemble des systèmes vivants, que ce soit êtres humains, animaux, végétaux, partagent tous cette espèce de champ d'énergie électrique ou champ d'énergie électromagnétique autour d'eux, et que lui-même, ces champs varient en fonction des fluctuations de l'environnement, waouh, nous sommes tous reliés. Nous baignons dans un champ commun. Une immense mer avec différents courants, chacun a sa propre vague, son propre flux, qui se percute, et c'est ce que tu nous disais au tout début de l'émission, tu en parles à la fin de ton livre, sur non plus la notion de fractal, mais c'était là... Le constructal. Le constructal, ouais, je te remercie. Ça fait vraiment écho à ça. On en vient cette fois, pour faire des parallèles, avec les nouvelles technologies, donc qui étaient à la base ton domaine de prédilection, notamment avec les ordinateurs et les semi-conducteurs. Donc avant même de pouvoir aborder les dernières découvertes, on peut parler, je pense, de la loi de Murphy. De la loi de Moore, pardon. C'est pas la même. Non,